À partir de maintenant. On va commencer par là, dans ces cas-là. Bonjour, Monsieur Macron. Hop. Pardon. En tout cas, je suis ravie de vous voir ce matin. Je vous remercie d'avoir organisé cette rencontre. Moi, j'ai une petite interrogation par rapport à la loi. Donc, je m'appelle Ouda Elouyadi, donc je travaille pour une filiale de la SNCF qui s'occupe des trains à grande vitesse entre la France et la Suisse. Et donc, par rapport à votre proposition, donc, bien évidemment, on va discuter transport. Donc, par rapport à la libération du marché de transport qui va fragiliser la grosse entreprise SNCF et qui commence déjà à la fragiliser, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de soutenir la SNCF dans une démarche de transport low cost, parce que j'entends votre engagement dans une mobilité pour tous. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux d'encourager la SNCF, de la soutenir dans une démarche de transport low cost, sachant que le transport en bus, il y a des enjeux quand même de sécurité. Enfin, il y a derrière, c'est pas le moyen de transport aujourd'hui le plus sûr. Il y a aussi un sujet d'écologie. C'est pas le moyen de transport le plus écologique. Donc voilà. Donc je m'interrogeais sur ce point-là. Je vous remercie. Alors, c'est un sujet en effet important. La SNCF, elle a commencé à développer des offres low cost dans par exemple, le TGV. On a des offres, vous le savez bien, qui ont été faites dans les heures de pointe, qui permettent alors des destinations qui ne sont souvent pas forcément les gares les plus centrales, mais de développer ça. Et donc on a encouragé la SNCF en ce sens. Maintenant, la SNCF, elle suppose une infrastructure de transport. Et il y a un vrai défi de financement de ces infrastructures qui fait qu'il faut un minimum de taux de remplissage, de fréquentation pour les rentabiliser à terme, même si c'est un service public et une entreprise publique. Et on voit, avant même l'ouverture de l'autocar, les difficultés que la SNCF a eu à vivre dans beaucoup de secteurs, ce qui fait qu'on a eu une crise de l'endettement de la SNCF, une loi ferroviaire qui a été prise, et un rapport qui a été rendu il y a quelques mois par des parlementaires qui montrait qu'il fallait concentrer les nouveaux investissements sur les infrastructures existantes et pas sur de nouvelles, et même envisager la fermeture de quelques trains d'équilibre du territoire qui n'étaient plus soutenables. Donc les difficultés de la SNCF comme sa stratégie, on les connaît, on la soutient, c'est pas lié à l'ouverture de l'autocar, et puisque tout ça a commencé avant cette ouverture de l'autocar. Et c'est un mouvement qui a une contrainte, qui est l'installation physique des lignes. Après, quand on regarde les choses et les besoins de mobilité sur le territoire, ils ne peuvent pas être couverts en totalité par le train. Et là, il faut regarder à la fois la réalité, moi c'est toujours la même approche que j'ai. Quelle est la situation dans laquelle on vit? Comment ça se passe ailleurs? J'essaie d'être pragmatique et pas doctrinaire. On a en France un acteur fort SNCF, comme on l'a par exemple en Allemagne avec la Deutsche Bahn, qui a ouvert les lignes d'autocar, ça ne les a pas affaiblis. Ensuite, quand on regarde les besoins de mobilité, la France est l'un des pays où il y a le moins de transports collectifs. En moyenne, on a plus de déplacements individuels, c'est-à-dire la voiture particulière et le covoiturage, qui d'ailleurs n'a pas attendu notre réforme pour se développer. Et c'est l'innovation sociale, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça se décentralise. Et donc Blablacar n'a pas attendu une réforme pour ouvrir ses services. Bon. Donc, si on veut être justement plus économique, moins polluant, il faut plutôt développer le transport collectif qu'individuel. Et le transport collectif, vous avez une saturation avec le développement du train. C'est que vous ne pouvez pas mettre des rails partout. Et donc, c'est intelligent, dans ce contexte-là, de développer l'autocar, qui est un mode alternatif de transport collectif. Ensuite, quand je regarde les chiffres, en France, en 2014, il y a eu un peu moins de 150 000 personnes qui se sont déplacées par car. Il y en a eu 12 millions en Allemagne, 30 millions au Royaume-Uni, près de 15 millions en Espagne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, le rapport est énorme. Il est de 1 à 100. Donc, vous voyez bien que quelque chose est bloqué. Alors même qu'on se déplace en véhicule particulier, on se déplace en transport collectif. Les Allemands ont fait une réforme il y a 18 mois qui a permis justement d'augmenter le transport par autocar. Ils ont fait un peu ce qu'on a fait, même s'ils étaient plus ouverts que nous. Et on a regardé les impacts. Est-ce que des gens qui prenaient le train, donc ce qui irait dans votre sens, ça affaiblit la SNCF, se sont mis à prendre l'autocar? Et là, on va se parler franchement. Je l'ai dit, ça a beaucoup choqué à l'époque, parce que je m'étais fait accuser par l'ancien secrétaire général de la CGT de faire du train de 4e zone, et avait dit l'autocar, c'est le train pour les pauvres. Je dis, mais super! Super! Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, pour se déplacer, soit on a les moyens de prendre le train,
Soit on a les moyens d'avoir un véhicule individuel, mais il n'y avait pas d'autre option. Ou le covoiturage. Je veux dire, c'est très bien de développer, partout où ça a du sens, des lignes d'autocar, où des gens pourront se déplacer, parfois parce qu'ils ne peuvent pas prendre le TGV par car. Et je peux vous dire que quelqu'un qui peut se payer le TGV Paris-Strasbourg, il ne prendra pas le car. C'est sûr. Mais quelqu'un qui ne pouvait pas prendre le TGV, il est très content de pouvoir prendre le car. Et moi, je suis très content de lui offrir cette opportunité. Parce que ça lui coûtera 4 à 5 fois moins cher. Et donc, c'est une bonne réforme parce qu'elle donne de la mobilité et en plus, elle ouvre des possibles. Et quand on regarde ce qui s'est passé en Allemagne, il y a près de 70% des gens qui prennent le car suite à la réforme allemande qui ne prenaient pas le train, jamais, et qui en fait y allaient soit par véhicule personnel, soit par covoiturage, soit ne pouvaient pas y aller. Et donc, quand vous regardez d'ailleurs ce qui se développe, parce qu'on a beaucoup de lignes qui se sont ouvertes suite à la réforme, eh bien, vous avez des lignes qui s'ouvrent sur des déplacements où il n'y avait plus de train depuis plusieurs années, c'est-à-dire des transversales. Par exemple, un Bordeaux-Lyon, je vous défie de le faire par train, il faut passer par Paris. Donc non seulement c'est cher, mais en plus c'est long. Mais il y a des lignes de car qui s'ouvrent, elles marchent très bien. Et puis, vous avez des lignes où il y avait des fortes demandes, avec des gens qui avaient, dans le cadre de regroupement familial, de recherche de boulot, besoin de faire ces déplacements, et pour lesquels le train était beaucoup trop cher. Donc, c'est complémentaire, et c'est mon dernier point sur votre réforme. Ça dénote d'un esprit français. Empêcher l'autre de faire, ça n'est pas se donner des chances. C'est, si on est bon, rien n'empêche dans la réforme à la SNCF de développer le train low cost s'ils le veulent. Ça va même les stimuler. Et vous savez quoi? C'est d'ailleurs ce qui est en train de se faire. Et donc si on laisse la SNCF tout seul de son côté en disant « Tu sais quoi? Le car, t'inquiète pas, c'est toujours interdit. » Mais ils n'ont aucun intérêt à baisser les prix. Or là, on a ouvert cette réforme en empêchant que ça déstabilise auprès, mais il faut penser la complémentarité des modes. Je ne veux pas être technique, mais on a eu une erreur en France, on n'a pas pensé ce qu'on appelle la multimodalité et l'intermodalité. On a toujours pensé les modes de transport de manière concurrente. Or, ils se complètent pour des raisons de moyens qu'ont les individus, pour des raisons technologiques que j'évoquais. Et donc, le défi, ce n'est pas d'empêcher les cars de fonctionner dans notre pays. Il faut au contraire les aider à se développer. Mais il faut s'assurer qu'ils se développent en complémentarité des trains, qu'ensuite on ait des gares routières qui permettent de passer facilement de l'autocar au transport interurbain, éventuellement à l'avion, au vélo. Il y a des exemples, les Allemands ont fait des trucs super, par exemple à Munich. Il y a des choses qui sont très bien en train de se faire en province, chez nous, en ce moment, parce qu'on le prépare. Donc il faut penser la complémentarité des modes de transport, plutôt que de croire qu'a priori, chacune et chacun va venir cannibaliser l'autre. Sinon, c'est le lobby le plus fort qui bloque le reste, ce qui s'était passé historiquement. Et s'il fallait une preuve, la SNCF va commencer à baisser ses coûts. La SNCF se développe elle-même sur l'autocar, avec Ouibus, qui marche formidablement. Et donc, elle développe elle-même la complémentarité des modes de transport. Et enfin, c'est un mode de transport, compte tenu des chiffres que j'évoquais, qui est écologique. Pourquoi? Parce qu'on a mis dans la loi la norme Euro 6, qui est la meilleure norme européenne en termes d'émissions. Et parce que surtout, quand vous regardez les déplacements, ce sont des gens qui soit ne se déplaçaient pas. Alors oui, ceux-là vont plus polluer. Enfin, moi, je ne suis pas pour la société Amish. C'est-à-dire qu'à la rigueur, à la fin de la journée, si on ne veut pas polluer, il ne faut plus rien faire, je ne suis pas pour. Mais ce sont des gens qui se déplaçaient largement majoritairement en véhicule particulier ou en covoiturage. Eh bien, c'est beaucoup mieux de se déplacer en train, en autocar Euro 6, qu'en véhicule particulier ou en covoiturage, ou dans certaines zones où vous aviez des trains qui étaient aux 3/4 vides. S'il y a une réallocation qui se fait vers des autocars qui fonctionneront différemment, pleins, etc., c'est bien meilleur sur le plan environnemental. Donc, on en suivra d'ailleurs, on évaluera cette réforme, puisque moi, dans la méthode, c'est ce à quoi je me suis engagé. On va évaluer. Donc, on va regarder le bilan environnemental en termes d'emploi. Ce que je vois, c'est que toutes les études montrent qu'on va créer au moins 20 000 emplois à travers cette réforme. Au moins 20 000. Non, mais on n'en détruit pas, là. On n'en détruit pas. Vous n'en détruisez pas parce que vous n'allez pas fermer massivement de lignes de train. Regardez les lignes qui s'ouvrent. Comme je vous le disais, ce sont pour l'essentiel des gens qui ne prenaient pas le train. Donc vous ne détruisez pas. C'est faux de penser que ça se substitue. On avait bloqué une capacité à développer un mode de transport et à créer de l'activité. Et donc là, on a déjà créé plusieurs milliers d'emplois depuis le mois d'août. Il n'y a pas beaucoup de secteurs où je vois ces chiffres. Et on va pouvoir créer aussi une filière de production. On n'avait plus qu'une usine en France qui produisait des autocars.
Donc moi j'ai demandé à ce que maintenant on achète au maximum français dans les discussions. Donc vous allez créer des emplois de conducteurs, des emplois de service, des emplois dans les gares routières, des emplois de constructeurs. Et c'est une motivation formidable de changement pour la SNCF parce qu'elle va se mettre aussi sur ce secteur et parce qu'elle va être beaucoup plus incitée à bouger sur son cœur de métier. Et donc la concurrence, quand elle est juste, équilibrée, c'est une bonne chose. C'est vraiment un facteur à la fois d'efficacité et en même temps de justice. Parce que sinon, les premières victimes, ce sont celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou celles et ceux qui n'ont pas de job parce qu'ils ont moins d'opportunités. Merci. Juste un dernier point. Merci pour les éléments. Je regrette quand même qu'on maintienne cette SNCF chère parce que le train n'est pas cher. Non, mais je ne dis pas qu'elle est chère partout. Mais vous regarderez. En fait, non, mais c'est cher pour de bonnes raisons. Mais vous prenez le TGV, c'est beaucoup plus cher que le car, ce qui est normal parce que vous devez amortir les infrastructures. C'est tout à fait normal. Je ne suis pas en train de dire que la SNCF, elle est chère de manière injustifiée. Tout de même, on dit que derrière, on veut de la mobilité pour tous. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas prendre le train. Mais si on connaît un minimum, si on anticipe un minimum, il y a des offres tout le temps. Donc non, le train n'est pas cher. Vous faites la bonne défense de la SNCF. Ce qui est normal, ça restera toujours plus cher que l'autocar parce qu'il y a des frais fixes, il y a des coûts fixes. Mais vous avez raison, ce que vous dites se développe depuis quelques années. Ça va se développer plus vite pour les raisons que j'évoque. Parce que la meilleure chose, c'est que la SNCF soit beaucoup plus dynamique sur le plan commercial, encore plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et c'est une entreprise, moi, que j'aime beaucoup, que je défends et que je pousse. Mais elle sera incitée à être encore plus dynamique parce qu'il y a en même temps, si elle ne le fait pas, eh bien, le fait qu'elle sera concurrencée par un mode de transport qui est plus long, qui est potentiellement moins confortable, mais qui est là. Merci à vous. Bonjour. On revient. Pascal Cazard, je suis responsable de l'aménagement et des études urbaines de la ville de Vitry-sur-Seine. J'adhère complètement à votre expression qu'il faut aujourd'hui avoir une analyse dynamique en prospective et encourage des problèmes et que à cet égard, en fait, d'autres solutions peuvent se trouver. Toutefois, je voulais rebondir un peu sur l'esprit français que vous venez d'évoquer. En même temps, l'État, en fait, avec la loi NOTRe, la loi qui réforme en fait les territoires, questionne les territoires, questionne les communes et notamment sur leurs organisations. Or, la France, c'est un pays quand même très hiérarchique. C'est un pays de précarés. C'est un pays de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires. En fait, les 70 ans de l'État. Je viens de regarder que vous aviez fait l'ENA. J'étais même un peu étonnée. Et voilà. Donc, je préfère. Mais c'est les 70 ans de l'ENA. Donc, peut-être que vous êtes dans la génération les premières générations n'étaient peut-être pas les dernières. Et donc, quelque part, vous êtes le premier. Quand vous vous retournez, vous êtes combien, en fait, à porter ces ambitions et cette nouvelle façon de concevoir la politique et votre action. Moi, j'ai en effet fait l'ENA, Nobody's Perfect. Mais je ne le regrette pas. Rien ne me prédestinait à faire l'ENA. Ce que je regrette quand je regarde les chiffres, c'est qu'en dynamique, l'ENA recrute moins dans les milieux populaires, justement ce que j'appelle les outsiders, qui ne le faisaient il y a 30 ans. C'est ça qui est inquiétant. Il y a un taux de reproduction sociale qui est plus important. Et donc, par rapport à votre question, on a beaucoup parlé historiquement dans notre pays des énarques, etc. Moi, je pense que c'est ni un bien, ni un mal en soi. Vous voulez, compléter votre question? Allez-y, je vous vois. Juste un tout petit complément, parce que j'ai oublié. Faut quand même constater, en fait, les villes, elles constatent en fait ce grand chamboulement qu'on leur demande dans l'organisation. C'est vraiment un chamboulement pour elles. Elles le constatent aussi à la fin de leurs 30 glorieuses. Les grandes glorieuses, elles constatent que les finances des collectivités sont extrêmement amoindries. La ville de Vitry aura 24 millions en moins de dotation dans les 5 ans. Et donc, est-ce que c'est pas trop? Tout ce beau dynamisme qu'on souhaite tous, je pense qu'on le partage tous en étant là ici avec vous, quand on voit qu'à la fois ils doivent se questionner sur le comment faire dans ce nouveau monde, avec cette nouvelle économie, avec la mutation du territoire qu'on souhaite, qui n'était pas là avant, des questions qui n'existaient pas il y a 20 ans. Voilà, est-ce que ça fait pas trop de rajouter des nouvelles organisations, structures, voilà.
Donc je vous laisse continuer. Il y a plein de questions dans votre question. Non, mais d'abord, sur les hauts... Parce que vous avez un premier point qui était les hauts fonctionnaires et le reste du monde. Moi, je pense que la clé, c'est la mobilité. Et donc, en soi, l'ENA n'est pas une bonne ou une mauvaise chose. Ça a été une très bonne invention. Pourquoi ? Parce qu'avant, les recrutements de hauts fonctionnaires se faisaient par des concours ad hoc ou des formes d'avantages. Et donc, ce qui est protégé par le statut de la fonction publique, et ce qui devrait l'être encore plus encore, et par ces concours, comme l'ENA, c'est la neutralité d'une part dans le fonctionnement et la qualité en même temps que la neutralité dans le recrutement. C'est un concours méritocratique. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, moi, je pense que le problème, il est dans la mobilité des carrières après cette école, et donc dans la rigidification du système. Parce que, en quelque sorte, si on sort bien classé de cette école à 28 ans, on peut être protégé à vie. C'est plus possible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer de manière légitime. Et il n'y a pas assez de mobilité, c'est-à-dire que si on n'a pas fait cette école où on n'a pas un engagement politique, c'est très dur d'accéder au sommet des fonctions de l'État. Donc, c'est des questions de respiration, de mobilité. C'est ça la clé pour moi de la modernisation de l'État. C'est pas de savoir s'il faut supprimer ou pas l'ENA, c'est d'ouvrir cette haute fonction publique et d'avoir, mais au-delà de l'ENA pour toutes les écoles, une capacité à faire monter de manière beaucoup plus large tous les milieux dans le système. Et notre système, il est en moyenne moins inégalitaire que beaucoup d'autres, quand on regarde les chiffres, mais sur les trajectoires éducatives, il devient de plus en plus déterminé. Que ce soit par les diplômes ou par les recrutements de CV, c'est absolument terrible. Donc ça, c'est le premier point, et ce qui alimente la perception que vous avez, et en quelque sorte cette espèce de dualisme qu'on a entre une haute fonction publique qui, en effet, devient de plus en plus consanguine, et parce qu'il n'y a pas suffisamment de mobilité dans le recrutement et après, et puis le reste. Alors après, État versus collectivité territoriale, moi je crois aux vertus de la décentralisation sur des fonctions clés, à l'intelligence des territoires dans l'organisation de l'espace, et on le voit bien d'ailleurs, cette dynamique économique, sociale, elle va vers de la décentralisation, vers de la gestion beaucoup plus participative des espaces communs. Bon. Et je crois que c'est une de nos forces dans lesquelles il faut avancer. Le fait urbain, le fait métropolitain sont en train de transformer notre quotidien et c'est très important de donner les bonnes responsabilités. Ce que vous semblez souligner, c'est la rigueur budgétaire qui est aujourd'hui imposée aux collectivités dans ce cadre-là et de dire, voilà, on nous strangule. Moi, je crois qu'il y a deux choses. Il y a en effet des questions d'organisation et des questions budgétaires. Les questions budgétaires, honnêtement, il fallait faire cet effort. Parce que quand on regarde, on a 57% de notre produit intérieur brut en dépenses publiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous produisez 10 €, vous en avez quasiment 6 qui partent en dépenses publiques. C'est 10 points de plus que la plupart de nos voisins européens. C'est pas soutenable. C'est pas soutenable parce que c'est pas efficace et parce que ça veut dire que vous différez la charge sur les générations qui viennent. Et donc cet effort, moi je n'arrête pas de dire, il faut revenir à 50% de dépenses publiques rapportées au PIB à horizon 2022. Ça veut dire quoi ? On dépense côté public la moitié de ce qu'on produit. C'est pas fou. Et c'est à peu près ce à quoi on était au début des années 2000. On vivait pas moins bien. Et bien donc il faut que l'ensemble des collectivités publiques fassent cet effort. C'est un tiers État, un tiers secteur social, un tiers collectivité. Et les collectivités, il faut bien le dire, ont beaucoup embauché, beaucoup dépensé, indépendamment des transferts de compétences pendant une période. Et donc, on doit faire cet effort. Et le problème, c'est que cet effort, aujourd'hui, il est fait de manière un peu... On met tout le monde sous la toise, et c'est vrai qu'il y a des collectivités qui ont des besoins particuliers, alors on essaie de corriger ça. Je suis conscient de la chose très imparfaite. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la légitimité de l'effort demandé aux collectivités, elle est réelle. C'est normal qu'on leur demande un effort compte tenu de la dynamique qu'il y a eu dans le passé et de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Parce que si on ne demande pas cet effort, il faudra le faire sur les enseignants ou il faudra le faire sur le social. Bon. Donc il faut faire cet effort côté collectivité territoriale, mais il faut que les collectivités territoriales aussi collectivement se prennent en main et proposent une modalité plus intelligente. Et là aujourd'hui, on a un dialogue de sourds entre les communes, les régions, les départements d'une part et l'État. L'un disant je vais... vous mettre à la toise, et les autres disant « c'est affreux, regardez-les, on va couper les investissements ». Non, je pense qu'il faut essayer de dire, il y en a qui ont, en regardant l'historique, bien agi, d'autres moins bien. Vous voyez, il faut là aussi qu'on innove. Et constitutionnellement, l'État n'est pas en situation de le faire. Donc moi, si vous êtes impliqué dans ce secteur, je suis très preneur qu'on puisse trouver les idées plus intelligentes pour
en quelque sorte, qu'il y ait une espèce de pacte qui soit signé entre les collectivités territoriales et l'État pour trouver les bons modus operandi, la bonne organisation pour faire ces économies. Mais on ne peut pas, en tout cas, considérer que pour participer à ce changement, il faille préserver les dépenses publiques au niveau des collectivités territoriales là où elle est. Ce n'est pas raisonnable, vous voyez ? Et ça, ce n'est pas une affaire, à mon avis, haute fonction publique contre le reste du monde, c'est une affaire d'organisation de nos rouages. Et donc, on peut simplement dire, on se donne une visibilité sur 5 ans, moi c'est plutôt ce que je défendrais sur la période 2017-2022. Voilà, on va baisser les dépenses publiques pour les collectivités territoriales de temps. Il faut que les collectivités territoriales nous proposent, elles se réunissent entre elles, elles nous proposent des règles de répartition en quelque sorte. Mais on doit faire cet effort pour la collectivité publique. Voilà, on continue à tourner. Après on revient. Bonjour Monsieur le ministre. Alors moi j'ai une question qui va être un peu plus globale et qui va un petit peu suivre ce que vous disiez tout à l'heure sur l'ENA. Alors moi j'ai eu de la chance, hein. J'ai fait des études, j'ai eu la chance d'être embauché par une firme d'audit anglo-saxonne qui a pignon sur rue, Deloitte pour ne pas la citer. Et aujourd'hui, je me retrouve en fait dans une grosse entreprise qui travaille pour d'autres grosses entreprises. Et je suis quand même issu d'un milieu social largement différent de ceux de mes autres collègues. Et quand on regarde le partnership de la firme dans laquelle je travaille, ils sont quasiment tous issus du même milieu social. Et quand on regarde la tête des grandes entreprises françaises, ils ont pour la plupart fait les mêmes écoles, sont parfois même le même lycée. Pour certains, ils sont issus du même milieu social, ont les mêmes formations. Dans les entreprises du CAC 40, par exemple, je prends les banques, la plupart sont des anciens inspecteurs des finances comme vous. Hein, et quelque part, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un problème ? Je prends un exemple. Vous connaissez sûrement l'actuel PDG du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, qui a fait ses études en France, qui est diplômé de l'école polytechnique. Il est sorti parmi les meilleurs de sa promotion, donc il est aussi de l'école des mines. Et il a dû partir en Angleterre pour trouver un poste à sa mesure. En France, je ne dis pas qu'on n'a pas voulu de lui, mais ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Alors ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'entre-soi duquel vous parlez tout à l'heure, qui fait que notre économie aujourd'hui est un petit peu bloquée parce qu'il y a aussi ces talents qui ne se libèrent pas et qui ne peuvent pas accéder à ces postes importants alors qu'ils en ont peut-être les capacités et l'inventivité aussi à laquelle vous faisiez référence. Si, je suis convaincu de ça. Il y a 2 choses. La première, c'est la sélection par l'éducation. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Tidjane Thiam, c'est un très bon contre-exemple. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, il a réussi, alors que il n'y avait pas de déterminisme, ni d'origine sociale ou autre, à rentrer à Polytechnique, et parce qu'il était très bon à monter. Et d'ailleurs, les mathématiques, souvent, permettent de mieux redistribuer les cartes que d'autres disciplines, quand on regarde les chiffres. Parce que c'est moins déterminé culturellement. Quand vous faites de la littérature ou de la culture générale ou du droit, c'est déterminé par les livres qu'on vous a fait lire dans votre famille, la chance que vous avez pu avoir ou pas. Les mathématiques, vous êtes bon, c'est de la vitesse réelle. Vous aimez les maths, vous êtes bon en maths, vous n'avez pas besoin d'avoir des gens qui sont bons forcément autour de vous. Donc, l'une des clés, c'est d'avoir un système éducatif beaucoup plus ouvert. Aujourd'hui, quand on regarde la dynamique qu'il y a eu au début de ce siècle, nos résultats baissent. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus déterminé socialement en termes éducatifs. Et ça, c'est une préoccupation formidable. Je le disais pour l'ENA, c'est très vrai. C'est vrai pour toutes les grandes écoles et même le système éducatif. Et quand on sort de l'école, on est ensuite déterminé là aussi par le label qu'on a de l'école. Et même l'Institut Montaigne a sorti une enquête récemment qui fait froid dans le dos. Il disait l'idée qu'on se fait de la religion des gens. Quelqu'un dont l'employeur pense qu'il est musulman au vu du CV, du nom, de l'adresse, il a 4 fois moins de chances d'être embauché que quelqu'un dont il pense qu'il est catholique. Donc vous voyez, c'est-à-dire toutes les formes de déterminisme social ou de ségrégation s'ajoutent les unes aux autres. Votre milieu social, c'est plus difficile d'accéder aujourd'hui qu'hier à des bons diplômes qualifiants. Ensuite, l'école va surdéterminer votre capacité à avoir un job. Et en plus, vous avez une espèce de plafond de verre pour l'entrée dans l'entreprise en fonction de l'idée qu'on se fait de votre milieu social, de votre religion, etc. Donc ça, c'est un problème, parce que ça bloque en effet les énergies.
Premier problème, système éducatif, sa mobilité. Ça ne se fait qu'en allant décloisonner et en ayant aussi, je pense qu'on n'a pas été au bout de ça, dans les reconnaissances qu'on donne dans le système éducatif, d'aller chercher des choses qui ne sont pas que les éléments académiques. Il y a des systèmes qui sont moins bons que le nôtre sur le plan de la performance académique et plus ouverts ce faisant, parce qu'on récompense celles et ceux qui sont bons au sport. On va aller chercher, on a un système plus inclusif. Et on a raté ce virage durant les 20 dernières années. Deuxième chose, c'est ensuite la surdétermination dans la carrière professionnelle. C'est-à-dire quand vous avez fait la bonne école, vous êtes dans le bon entre-soi, c'est vous qui allez capturer les postes. C'est vrai, pourquoi? Parce qu'on a une économie de managers. Et c'est pour ça que vous m'entendez souvent, moi, beaucoup pousser, valoriser l'entrepreneuriat. On a 2,5 millions dans notre pays d'entrepreneurs. Ça va de l'artisan qui est entrepreneur de lui-même à celui qui crée sa start-up hyper technologique. Donc c'est très varié. Mais la nouvelle mobilité sociale, elle pourra passer dans l'entreprise. Je pense qu'il y a une transformation culturelle, mais elle se fera avec ces hussards, pour moi, de la République du XXIe siècle, que sont les entrepreneurs. Moi, je me vis comme un entrepreneur en politique. Mais pourquoi? Parce que ça veut dire, vous prenez vos propres risques. Ce que fait un entrepreneur, c'est ça. Il prend ses propres risques, il y va, et il essaie de changer les choses. Peut-être qu'il va se tromper. Mais celui qui a fait cela, et qui réussit, il va chercher des gens qui lui ressemblent. Et vous voyez, par tache d'huile, il va transformer progressivement les choses. Et donc, quelqu'un qui est de la noblesse d'État, qui a fait le bon diplôme, s'il arrive au sommet de l'entreprise, il va chercher des gens qui lui ressemblent. On est tous fait pareil. Il va chercher des gens que son expérience lui a appris à recruter. Et donc, il dira, les meilleurs, c'est ceux qui ont fait mon école, ou des écoles que je connais, ou qui, par mon expérience, m'ont montré qu'ils étaient très bons. Donc, il va prendre des polytechniciens, des énarques, etc. Et quand je regarde le CAC 40, la moyenne d'âge des entreprises, elle est de 105 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une économie forte, il faut s'en féliciter. Les grands groupes, c'est une force de l'économie française. Mais ça veut dire que vous avez, dans les dirigeants du CAC 40, très peu d'entrepreneurs. Vous avez beaucoup de grands managers qui sont passés par des grandes écoles, puis par l'école de guerre de leur entreprise. Ils ont été sélectionnés. Aux États-Unis, le Nasdaq, la moyenne d'âge, c'est 15 ans. Ça veut dire que vous avez une grande majorité de celles et ceux qui les dirigent, qui sont parfois partis de rien, et qui sont devenus des champions, etc. Et ils auraient pu rester sur le bord de la route, ils le savent. Et donc, eux, ils vont avoir tendance à aller chercher des fous comme eux. Non, mais des gens qui ont une énergie folle. Et ils n'ont pas peur, ils ne cherchent pas des gens qui leur ressemblent parce que ça n'existe pas. Quand vous avez créé une entreprise de rien, allez chercher l'autre entrepreneur, vous ne le connaissez pas, c'est impossible de savoir, ce n'est pas le diplôme qui le détermine. C'est une espèce de truc qui est l'appétit, l'envie, la volonté de prendre des risques. Et ça, ce n'est pas déterminé par les diplômes. Et donc, vous voyez, je crois, moi, à la vertu de l'entrepreneuriat pour ces raisons-là. Et je pense que partout dans notre société, on a besoin de casser les déterminismes et de prendre plus de risques. Et après, quand vous avez quelques entrepreneurs comme ça fait tache d'huile. Ils changent parce qu'ils changent le rapport au reste de l'économie. Ils changent le renouvellement. Et moi, je pense qu'en politique, il faut faire pareil. Il faut aller chercher des talents ailleurs, des gens qui n'ont aucun rapport avec le système tel qu'on l'avait établi jusque-là, parce qu'ils vont le faire bouger en dessous, à côté. Et ce que vous évoquez, vous avez raison, c'est les plafonds de verre de notre économie. Mais il n'y a pas de fatalité. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'y mette, d'où vous êtes vous-même, et qu'on arrive à faire bouger les lignes. Parce qu'à partir du moment où, justement, on le dit, on commence à le faire chacune et chacun à notre niveau, et qu'on montre que quelque chose marche. Et moi, quand je vois un entrepreneur qui réussit, qui commence à pédaler, à faire partir sa boîte, je le mets en valeur, je le dis, et il va recruter quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est une cordée. Mais c'est comme ça qu'on transformera notre économie. Et donc, il faut, sur le système éducatif et puis dans le mode d'organisation collective qu'on a ensuite, dans nos entreprises, dans notre économie, qu'on valorise cet autre modèle. Et donc, c'est la mobilité et l'entrepreneuriat, pour moi, la clé. On continue à tourner, on revient. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Alors, merci déjà pour cette rencontre citoyenne. Moi, ma question va être personnelle. Que pensez-vous des entreprises qui bloquent les contribuables à faire des économies, notamment EDF, pour ne pas les citer, et les heures creuses qu'on a, le souci, je pense ici, en Ile-de-France, concernant les heures creuses de 24h à 8h du matin. Donc, que pensez-vous, vu que je vous ai écrit il y a 7 mois et qu'à ce jour, je n'ai toujours pas de réponse?
Alors, c'est pas normal que vous n'ayez pas eu de réponse, donc vous donnerez à mon équipe les éléments, parce que soit on l'a fait passer à l'entreprise, soit à ma collègue Ségolène Royal qui a la tutelle de cette entreprise, mais vous auriez dû avoir une réponse, donc je m'y engage. Je ne pense pas qu'il bloque à faire des économies. Maintenant, vous avez la possibilité, parce qu'on est en train aussi d'ouvrir le marché, vous équiper pour faire davantage d'économies en la matière. Il y a une révolution qui est en train de se passer sur le plan de l'énergie. Je pense qu'aujourd'hui, on fait tout d'abord pour nous baisser les prix, pour éviter que ça flambe. On est obligé de financer le renouvelable, donc c'est pour ça que vous avez cette petite taxe qu'on appelle la CSPE qui chaque année se met, mais pour le reste, les tarifs sont beaucoup plus stables qu'ils n'ont été. Mais ensuite, chacune et chacun dans le système actuel a la possibilité d'abord, maintenant de manière croissante, d'aller chercher d'autres formes d'énergie. Donc ça, c'est le premier point qu'on encourage. Et ensuite, de s'organiser collectivement pour en effet consommer moins, ce qui est la meilleure façon de faire des économies par rapport à EDF. Mais je ne vois pas en quoi EDF aujourd'hui peut vous, en tant qu'individu, vous bloquer dans votre volonté de faire des économies. Pour le directeur d'EDF, pour l'Île-de-France, il est hors de question de changer les heures creuses. Je suis d'EDF, alors je vais essayer d'aider ce monsieur. Alors là... Encore mieux. Là, vous voyez, c'est la beauté de ces rencontres citoyennes, c'est ce que je disais, c'est que dans le collectif, il y a des gens plus compétents que soi. Et donc, vous créez des capillarités. Donc là, si à la fin de cette réunion, dites-moi si vous avez réussi à régler le problème de monsieur, sinon je répondrai. Mais à mon avis, c'est mieux. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas bouger individuellement les heures creuses pour chacune et chacun. Mais il faut adapter sa consommation dans le cadre des heures creuses. Mais bon, je vous laisse vous débrouiller entre vous, c'est parfait. On continue à tourner. Oui ? Il faut donner un peu aussi devant le micro parce que je vois. Bonjour, monsieur le ministre. Brent Tarebemba, entrepreneur de produits innovants. Dans le cadre d'un projet de site internet que je l'ai développé, en fait, je me suis rendu compte d'une forme d'incohérence. Ça concerne en fait une inégalité sur la qualification professionnelle que peuvent subir une partie des jeunes français. C'est plus précisément sur le CAP et BEP et BP coiffure. On sait que le diplôme, l'acquisition de ce diplôme permet de pouvoir ouvrir un salon de coiffure et sans ce diplôme, c'est impossible. Donc, cette qualification ne répond pas aux besoins des citoyens qui ont, en fait, le référentiel des fonctions d'exécution du CAP et du BP coiffure n'intègre pas les techniques nécessaires à la coiffe des cheveux crépus et frisés. Donc, par conséquent, la qualification ne répond pas aux besoins de ces citoyens. Les conséquences négatives sont multiples. Donc, je peux en citer 3. Ça fait que les jeunes filles et les jeunes garçons aux cheveux crépus et frisés français, en métropole ou dans les dom-toms, s'orientent peu vers cette qualification, car elle ne répond pas à leurs besoins. Et pour les personnes qui sont des dom-toms, elle est éloignée de leur réalité, le CAP et le BP coiffure tel qu'il est actuellement. Les conséquences sont... la conséquence est que c'est une marginalisation et une exclusion des opportunités en termes d'emploi et de création de richesses. Et dans les quartiers populaires dont je suis issu, il est rare de voir des jeunes filles et des jeunes hommes français aux cheveux crépus ouvrir des salons de coiffure dits afro entre guillemets. Pourtant, c'est dans ces lieux que se trouve le cœur de cette clientèle. Et pour pouvoir faire une formation, il faut de 20 jours, il faut payer 5 000 € dans une école qui vient d'ouvrir à Paris. Je salue l'initiative, mais ce stage ne donne pas le droit à l'ouverture d'un salon et ne convient pas aux jeunes gens de la classe de 3e. Et paradoxalement, les opportunités entrepreneuriales dans ce secteur sont saisies par des anglophones, des afro-anglophones, ce qui n'est pas mal en soi, tant mieux pour eux, mais qui est un paradoxe pour les autochtones. La seconde conséquence que j'ai retenue est que
la demande étant plus forte que l'offre, ça fait que les prix sont tirés vers le haut, ce qui a pour conséquence néfaste de baisser le pouvoir d'achat de ces populations. Enfin, pour ce type, faute de jeunes formés à cette formation, il n'y a pas une compréhension scientifique du cheveu crépus et frisé. Donc ça fait que cette communauté se débrouille tout seul. Donc on retrouve comme une forme d'automédication dans des conduites à risque, l'utilisation de produits qui ne sont pas adaptés. Et comme l'a relevé le docteur Matra dans l'émission Allo Docteur, beaucoup de personnes vont consulter des dermatologues. Et pour terminer, si on élargissait les fonctions d'exécution du CAP coiffure et BP coiffure aux techniques de coiffe nécessaires aux cheveux crépus et frisés, je crois qu'on verrait un cercle vertueux se mettre en place. Donc, on aurait plus de jeunes qui s'orienteraient, aux cheveux crépus et frisés, qui s'orienteraient vers cette formation, qui saisiraient les opportunités professionnelles. On verrait un développement économique, on verrait le développement potentiel de cette économie qui est réel et qui est réel et vraiment là. Une augmentation du pouvoir d'achat de cette partie des citoyens parce qu'il y aurait une plus forte concurrence, donc les prix seraient vus à la baisse, et la valorisation d'un savoir-faire réel. Et en fait, aussi une mixité sociale. Ça permettrait aux personnes au type cheveux caucasiens de pouvoir apprendre à tresser, à coiffer les cheveux afro, et inversement, aux personnes cheveux afro d'apprendre à coiffer. Donc cette situation, en fait, me fait penser à... je pense qu'elle s'intègre parfaitement dans le projet de loi que vous portez sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances. Et c'est vrai que j'ai envie de citer ça me fait penser à Louis Blanc sur le travail agréable. Merci. La question que vous avez soulevée, elle est très importante, c'est celle qui rejoint la problématique que j'évoquais dans mon introduction sur les qualifications et métiers. Alors d'abord, je dois dire qu'on n'est pas obligé d'avoir soi-même les cheveux crépus tressés pour coiffer des cheveux crépus et tressés, ce qui semble être des ambiguïtés de votre propos. Et donc il vaut mieux en effet que ce soit dans l'offre collective. Mais aujourd'hui, la situation dans laquelle on est sur beaucoup de métiers, comme celui de la coiffure, je parlais tout à l'heure de la réparation de vélos, et sur d'autres, c'est qu'on a créé des barrières à l'entrée, des diplômes, des qualifications. Et elles sont plus ou moins justifiées. Parfois, c'est le cas l'exemple que vous citez, qui est très parlant, elles ne permettent pas de couvrir tous les besoins. Et donc, vous avez été très détaillé et quasi scientifique dans votre question. La réalité, il suffit d'aller dans certains quartiers à Paris. Ce que j'ai fait pour s'en rendre compte, c'est que des salons de coiffure s'ouvrent pour des tresses afro sans que les diplômes soient obtenus, et donc en faisant une activité clandestine. C'est ça la réalité dans laquelle on vit, on le sait bien. Et dans beaucoup de ces secteurs et de ces professions, et en province, il n'y a pas besoin de parler même des cheveux crépus et tressés, vous savez, en province, il y a des femmes et des hommes qui veulent ouvrir leur salon de coiffure, qui n'ont pas le BEP qui existe, parce qu'il faut le BEP pour ouvrir, et ils vont coiffer à domicile, où il n'est pas possible de vérifier de la même façon la qualification, ils coiffent très bien, et ils vont le faire sans diplôme. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, je suis juste en train de dire que c'est la réalité. Et si cette réalité, elle déborde de partout et qu'on la voit dans notre quotidien, c'est qu'il y a un problème avec la réglementation. C'est qu'elle n'est pas adaptée, qu'elle est trop contraignante, et qu'on pourrait créer de l'activité, vous l'avez très bien dit là aussi, des opportunités pour aussi bien celles et ceux qui veulent travailler dans ce secteur que celles et ceux qui en bénéficient, pour faire moins cher, plus vite et mieux. Et donc, il faut revoir cette grille des qualifications et métiers. Et ça, c'est une des ambitions moi, que j'ai pour la fin d'année dans cette loi Nouvelles opportunités économiques, parce qu'il y a une centaine de secteurs d'activité comme ça, dans laquelle on a des qualifications de base qui ne sont plus adaptées au réel. Alors, ce n'est pas évident d'y revenir. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui ont passé ces diplômes. Et donc, de manière très légitime, et moi j'ai beaucoup de considération pour leurs préoccupations, ils disent attendez, moi j'ai passé le BEP coiffure,
Et donc, on va pouvoir venir me concurrencer, mon BEP ne vaut plus rien. Non. Simplement, il faut qu'on arrive à trouver l'organisation collective où le diplôme apporte quelque chose en plus, un signal, une qualité, qui permet peut-être de différencier le prix. C'est-à-dire, voilà, vous avez quelqu'un qui est mieux formé, donc ça peut être un peu plus cher, mais pas une barrière à l'entrée. Pas une barrière à l'entrée. Parce que sinon, vous empêchez de l'activité de se faire. Et quand vous êtes dans une situation personnelle, financière, parfois, on le voit avec une grande variété sur le territoire, mais telle, vous ne pouvez pas passer ce diplôme. Ça peut être très compliqué. Parfois, il y a des gens qui coiffent très bien, qui ne sont pas adaptés et qui rateront 10 fois le BEP. Bon. Donc, sur toutes ces qualifications métiers, je pense qu'il faut qu'on ouvre le secteur en donnant une place justement à la qualification, à la différenciation par la qualité, mais pas en faisant une barrière d'entrée. Donc, pour aller dans votre sens, je pense qu'il faut en effet regarder comment on peut intégrer dans les qualifications les techniques que vous évoquez, mais plus largement, c'est comment on peut valoriser les acquis de l'expérience, c'est-à-dire celles et ceux qui seront formés ou qui ont été formés et qui savent le faire, comment on peut leur donner la possibilité d'ouvrir une activité totalement régulière dans ce secteur à un prix raisonnable pour pouvoir développer leur activité. Mais ça, c'est un défi parce qu'on parle de centaines de milliers d'emplois, hein, qu'on se rende compte de ce qu'on est en train d'évoquer. Il y a cet exemple, mais il y en a dans beaucoup d'autres, puisque c'est une centaine de métiers. Et il y a un chiffre qui permet de bien toucher cette réalité du doigt. Vous avez dans les différentes plateformes de microcrédit qui existent, donc qui aident les plus fragiles, les plus nécessiteux, il y a une des entreprises de microcrédit qui s'appelle l'ADI, donc qui apporte le microcrédit dans absolument tous les territoires. Elle en donne des dizaines de milliers chaque année. Il y a aujourd'hui plus d'un cinquième, presque le quart des microcrédits qui sont apportés à des gens qui sont en dessous des minimums de qualification requises dans leur secteur. Ça veut dire qu'on fait du microcrédit à des gens qui veulent entreprendre, qui ont passé déjà beaucoup de barrières. C'est vraiment des gens qui vont aller chercher de l'aide financière pour pouvoir ouvrir leur chose. Et on sait, au moment où on leur donne le microcrédit, qu'ils ont moins que le CAP. Donc on sait qu'ils sont déjà pas conformes au système. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc ça rejoint totalement ce que je vous disais au début de mon propos. Il faut réussir à déverrouiller certains secteurs d'activité à faible qualification, en simplifiant l'accès à ces qualifications, en baissant le prix de ces qualifications. Il ne faut pas qu'il y ait un ticket d'entrée, il ne faut pas pouvoir payer. Pour être VTC, on a mis nous-mêmes un ticket d'entrée, ce n'est pas justifiable. On a obligé les gens à faire un stage qui est long et qui est cher pour les embêter. Sur tous ces volets, et ce que je dis pour les VTC vaut pour les artisans taxis. On a mis trop de barrières à l'entrée sur des métiers à faible qualification pour justement protéger ceux qui sont dedans. Donc, moi, je peux vous dire, dans votre exemple précis, on s'en occupera dans la loi Nouvelles opportunités économiques, parce que ça fera partie de cette réforme que je veux qu'on lance sur les qualifications et métiers. Et c'est un très bon exemple de ce qu'on veut faire. Bonjour, moi je suis étudiant, j'avais une question qui portait plus sur les débats économiques en Europe. J'ai l'impression qu'on assiste un peu à un dialogue de sourds aujourd'hui avec des pays comme l'Allemagne qui nous disent la solution c'est de faire des réformes structurelles et des pays comme la France qui préconisent plus une solidarité plus forte dans la zone euro parce que ça correspond à une forme de rationalité collective finalement. Et du coup ça crée un blocage dont les événements en Grèce ont été un peu l'illustration. Au nom de la restructuration de la dette, on n'a pas voulu regarder des réformes qui étaient nécessaires. Et aujourd'hui, on se concentre sur des réformes sans poser sur la table la restructuration de la dette dont tout le monde sait qu'elle n'est pas soutenable. Et donc ma question, c'était comment vous pensiez justement surmonter ces blocages pour créer un nouveau consensus en Europe. Et j'ai l'impression que vous, justement, c'est pour ça que j'ai un peu d'espoir en vous, c'est que vous agissez aux deux échelles, c'est-à-dire... Vous agissez sur les deux échelles. À la fois, vous essayez de transformer le modèle français, on le voit bien ce que vous expliquez, pour essayer de l'adapter au monde d'aujourd'hui. Et en même temps, vous avez un discours assez fort sur la zone euro en disant il faut plus de solidarité, il faut une union de transfert et voilà. Comment vous pensez créer un nouveau consensus en Europe sur la base duquel on pourrait avancer ? Ce qui bloque l'Europe, c'est deux choses. Le réel et la psychologie. Je m'explique. Le réel, c'est que la zone euro a fait diverger les économies
en vrai. C'est-à-dire que ceux qui étaient très compétitifs, peu endettés, se sont renforcés avec l'euro, et ceux qui étaient plus fragiles se sont affaissés. Pourquoi? Jusqu'à la crise, parce qu'en fait, ça a été une morphine, l'euro. C'est-à-dire quand on était un pays du Sud, pour le dire de manière extrêmement triviale, les Grecs, on leur a fait croire que, parce qu'ils avaient le même taux d'intérêt et la même monnaie que les Allemands, ils pouvaient vivre comme à Berlin. Ce n'était pas vrai. Ce n'était pas la même économie. Et donc, ils se sont réveillés 10 ans plus tard avec plus de dettes et moins de compétitivité. Et après la crise, on a serré les boulons et on a dit maintenant, réforme structurelle et économie. Ce qu'on s'implique à nous-mêmes. Et on n'est pas les plus brutaux, de loin. Hein. Mais allez voir au Portugal, en Espagne, au-delà même de la Grèce, c'était très dur. Mais quand vous êtes dans une économie où vous partagez la même monnaie que les autres, c'est très dur de reconverger. Parce que tous les ajustements que vous faites sont en termes réels. C'est-à-dire que historiquement, quand on devait se rapprocher d'une autre économie, on le faisait en dévaluant un peu sa monnaie. On ne peut plus, on a la même. Et c'est plus de 60% du commerce qui se fait dans la zone euro. Donc, vous avez un boulet au pied. Quand vous avez commencé à vous affaiblir dans une zone monétaire unique, c'est très dur de revenir dans le peloton de tête. Très dur. Beaucoup plus dur que si vous n'aviez pas la même monnaie, en fait. Et donc là, on a eu un déséquilibre, le manque de réforme, un déséquilibre, le manque de solidarité après crise, et on se retrouve dans une situation où les pays sont très écartés. Mais la crise a créé de la défiance. Pourquoi? Parce que certains pays avaient fait des réformes, l'Allemagne, les Pays-Bas, certains pays du nord de l'Europe, et disent « Attendez, nous on ne va pas payer éternellement pour celles et ceux qui ne veulent pas bosser ». Et donc il y a des égoïsmes nationaux qui reviennent. Et même si les autres pays sont en train de recoller le peloton, font beaucoup d'efforts, il y a un doute. Parce qu'une défiance s'est installée. Et donc il faut réussir à créer ce moment un petit peu fort où on va recoller les morceaux à la fois en termes réels et en termes de confiance. C'est pour ça que moi, ma conviction, c'est que la France a un rôle clé à jouer. Parce qu'on est un peu un pays intermédiaire. On n'est ni celles et ceux qui ont été très fragilisés, qui sont beaucoup plus les pays du sud de l'Europe, ni les pays qui ont en effet tout bien fait et qui sont dans les plus dynamiques. On est les derniers du peloton de tête, si je puis dire. On est dans un peloton intermédiaire. Oui. Et puis c'est notre responsabilité historique parce qu'on a toujours été un pays moteur de l'Europe. Et donc, première étape, faire les réformes chez nous. D'abord parce que c'est comme ça qu'on redonne de la vitalité à notre économie, donc sérieux budgétaire, politique de compétitivité, modernisation de notre économie pour augmenter la croissance, l'activité. Il y a encore beaucoup de travail à faire, hein, on n'est pas au bout. Et deuxièmement, parce que ça redonne de la crédibilité. Parce que les Allemands, vous ne pouvez pas leur demander de changer leur logiciel et de bouger si vous-même vous ne faites pas les efforts. C'est ce que je disais tout à l'heure en répondant à la question de madame, c'est que si vous avez 57% de vos dépenses publiques rapportées à votre PIB, et que les Allemands ont 10 points de moins, ils sont environ à 47 de mémoire, ou 45 maintenant, ils disent « je ne vais pas me rapprocher de vous ». Vous, quand vous produisez 10, vous en brûlez presque 6 dans vos dépenses publiques. Moi, c'est moins de 5. Je n'ai pas envie qu'on mette tout ça dans une même tontine, parce que vous allez dépenser mon argent. C'est ça ce qu'ils disent de manière assez légitime. Donc on voit bien que ça implique une responsabilité, une capacité à donner de la visibilité aux autres et à dire « regardez, nous on fait des efforts, on redresse notre économie, voilà ». Mais du coup, on décide ensemble quelque chose pour aller une étape plus loin. Et moi, je pense que la solution de sortie, elle passe par plus d'intégration économique au niveau de la zone euro. Parce que si on dit il faut aider les Portugais, les Espagnols, tous celles et ceux qui ont fait des efforts à revenir dans le peloton de tête, ça veut dire en effet qu'il faut des transferts, il faut une solidarité. Il faut qu'on puisse avoir un budget au niveau de la zone euro pour dire là, on a besoin d'investir parce que c'est un territoire où il y a du potentiel de croissance, ils ont fait des efforts, on investit. Et ça, on ne peut pas le faire en décidant entre nous à 19. C'est impossible, c'est trop compliqué. Donc il faut quelqu'un en charge, un patron, un gouvernement économique de la zone, un budget de la zone euro, d'abord en levant en commun de la dette sur les marchés et ensuite en affectant un impôt commun, un bout de budget, et puis un contrôle démocratique au niveau de la zone euro, pour qu'il soit responsable devant un parlement de la zone euro. C'est ça ce que j'ai proposé en juin dernier avec mon collègue allemand Sigmar Gabriel. Et chiche. Alors, dans notre pays, les gens, entre guillemets, ont peur en disant « mais est-ce que les Françaises et les Français seront pour? Ils ont déjà voté non ». Ça fait 10 ans qu'on ne propose plus rien pour l'Europe, nous. 10 ans. Depuis le non-référendum de 2005, c'est silence radio. Donc, il faut aller de l'avant. Il faut qu'on propose des choses. Il faut que... Et moi, je vais être très simple, parce qu'à la fin, les choses sont beaucoup plus simples qu'on ne veut bien le dire. Soit on démantèle l'euro, et c'est un débat qu'il faut avoir. Soit on fait cette étape supplémentaire d'avoir un budget, un contrôle démocratique, des vrais débats au niveau de la zone euro, et on avance.
Et moi, je pense qu'il faut réfléchir, avoir une politique ensemble au niveau militaire, qu'il faut réfléchir, parce que c'est aussi, quand on regarde nos budgets, je veux dire, depuis maintenant plus de 10 ans qu'on est dans la zone euro, on a dépensé beaucoup plus que tous les autres en matière militaire pour la défense de la zone euro, pas que des Français. C'est pas défalqué de notre dette quand on regarde notre situation. Vous voyez, il y a plein de problématiques qu'il faut se poser, mais soit on arrête, soit on avance. Mais rester dans l'entre-deux, c'est-à-dire dans la situation où on est aujourd'hui, en disant on a une zone euro, mais on ne fait pas de réforme en plus, on n'intègre pas, on ne va pas demander son avis à la population parce qu'on a peur qu'ils nous disent non comme en 2005, c'est juste faire le choix de détricoter la zone euro. Parce qu'elle ne tient plus toute seule, parce qu'elle diverge, parce que sinon la défiance s'installe. Et donc sur le plan économique, vous allez créer de la divergence et donc les pays les plus faibles vont encore être décrochés. Et sur le plan politique, si on ne fait pas ce pas en avant, on tue les réformistes. Parce que vous le voyez bien, ça veut dire que dans chaque pays où c'est dur, on fait les réformes, on fait des économies, on modernise, mais les gens ne voient pas le résultat parce qu'il met des années à survenir. Et donc ils disent que les réformistes s'en aillent. Et ils vont chercher des populistes. Et donc, si on ne fait pas ce mouvement, on nourrira le populisme en zone euro. J'en suis convaincu. Et donc, on a besoin d'avoir une zone euro qui porte aussi des transferts, qui porte aussi une capacité à avoir de la solidarité. Aujourd'hui, on a été les 10 premières années hémiplégiques de la partie responsabilité, et aujourd'hui, on est hémiplégique de la partie solidarité. Pour que la zone euro avance, il faut responsabilité, solidarité. Et ça passe par ce pas en avant. Et moi, je continuerai à pousser beaucoup, mais la condition de possibilité, c'est la crédibilité de la France. Oui, bonjour Monsieur le Ministre, je vous remercie de me donner la parole. Alors moi, je prépare une thèse de doctorat en droit et plus particulièrement en droit du travail. Et je dois dire que je suis un peu étonnée, je pensais que le droit du travail arriverait très vite parmi les thèmes abordés, donc je suis contente finalement d'avoir eu la primeur. Alors, ma thèse porte sur le droit du travail et les principes constitutionnels, donc j'ai vu avec beaucoup d'intérêt la décision de cet été, et je dois dire que vous êtes presque devenue la superstar d'un de mes chapitres, puisque je parle presque que de vous dans ce chapitre. Voilà, et ma question, en fait, je vais l'aborder de manière plus générale sur le droit du travail. Le droit du travail, on en entend parler tous les jours, presque. C'est devenu lui également la superstar des journaux. On l'accuse de beaucoup de choses, d'être complexe. Le code du travail est trop gros, il faut le diminuer, il faut le faire maigrir. Le droit du travail, effectivement, est complexe, c'est vrai, personne ne peut le nier, mais il est complexe notamment parce que les réformes se succèdent en droit du travail à un rythme effréné. Les licenciements économiques ont été réformés en 2013, on y a retouché en 2014 et en 2015, et tout ceci, je crois, entraîne une certaine insécurité juridique pour les entreprises qui, finalement, bon gré mal gré, se sont habituées à une loi qui peut-être n'était pas imparfaite, mais finalement qui change, rechange, etc. Et vous allez me dire, ça tombe bien, on compte donner plus de place aux partenaires sociaux. Et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger. Ça, effectivement, ça a un intérêt, c'est la flexibilisation. C'est l'adaptation du droit du travail. Mais est-ce que ça simplifie vraiment le droit du travail? Je n'en suis pas certaine, parce qu'une règle qui est complexe, qu'elle soit imposée par la loi ou négociée dans la Convention, reste complexe. Et les partenaires sociaux n'ont pas besoin de conseil du législateur pour faire compliqué. Ils savent très bien le faire eux-mêmes. Donc, ma question, c'est: êtes-vous sûr de simplifier le droit du travail en recourant à la négociation collective? Car il y a un danger dans la négociation collective, c'est que la convention collective est beaucoup plus facilement contestable devant le juge que la loi. Et les exemples sont nombreux de conventions collectives qui ont été, entre guillemets, retoquées par le juge, qui a imposé à l'employeur une obligation à laquelle il n'avait pas pensé, qu'il n'avait pas négocié. Donc, êtes-vous sûr, en recourant de manière plus large à la convention collective, de 1. Simplifier le droit du travail, et 2. De ne pas ajouter de l'insécurité juridique avec finalement des normes qui seront très facilement contestables par les individus? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'en effet, il y a deux objectifs qui sont distincts. Il y a simplifier et donner plus de flexibilité et d'adaptation au terrain. C'est deux choses différentes. Moi, je ne suis pas persuadé que la clé, ce soit la réduction du nombre de pages de ce Code du travail, sauf à ce qu'on veuille avoir une entreprise refondatrice qui peut avoir ses vertus et son sens, mais ça passera, vous l'avez très bien dit, pas par cette voie-là. C'est un peu ce que propose
messieurs Lioncan et Badinter dans leur livre, c'est-à-dire qu'il faut repenser qu'est-ce qu'on veut mettre au niveau de la loi, l'ordre public social, et là on peut réduire le code. Qu'est-ce qui a justifié cette inflation législative à travers le temps? La prise en compte d'une jurisprudence abondante qui a justifié que le législateur réforma successivement son propre code. C'est aussi ça. Parce que, vous l'avez bien dit, il faut la loi pour clarifier les ambiguïtés que la jurisprudence peut faire valoir, ce que j'ai fait moi-même sur certains articles qui étaient incertains. Pourquoi on a réformé le licenciement économique 1 an après l'avoir touché? Parce qu'il y avait des jurisprudences discordantes. Donc, l'objectif de simplicité et de réduction de la taille du code, il peut être ambigu. Parce que le code est long, parce qu'on a détaillé beaucoup de choses. Et parce que je pense que nous sommes dans une société, de toute façon, qui sécrète de la complexité dans les relations sociales. Et les mêmes qui appellent de leur vœu de la simplicité sont les premiers ensuite à dire « mais sur telle chose, vous n'avez pas apporté de réponse, sur telle autre », et on recrée ensuite, progressivement, de manière incrémentale, de la complexité. Par contre, je crois très profondément qu'avoir une norme définie partout, pour tous, quels que soient les secteurs dans la loi, qui n'ait pas suffisamment de respiration au niveau des différents secteurs économiques, au niveau des entreprises selon leur taille, c'est un facteur de rigidité qui ne permet pas de bien fonctionner économiquement. Et on l'a constaté, par exemple, quand on a fait cette réforme des 35 heures qui a été une réforme qui a été importante sur le plan économique social. Quel est le principal reproche qu'on peut légitimement faire à cette réforme et que nous devons endosser? Celui de la rigidité de son application. C'est que cette réforme, elle n'était pas adaptée quand on travaillait dans l'hôtellerie, le café, la restauration ou à l'hôpital. 2 secteurs parmi celles et ceux qui ont été bousculés par l'application de cette réforme. Elle ne pouvait pas se faire de manière homogène. Moi, j'ai eu à traiter de ce sujet avec le travail du dimanche. Le travail du dimanche, il y a eu un long débat avec une partie de la majorité pour dire il faut que vous mettiez dans la loi les modalités de la compensation. Et j'ai été contre jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que soit on dit il n'y a pas de compensation, et puis l'accord, s'il le veut, prévoit. Vous ne protégez pas très bien les gens. Ce n'est pas juste. Soit on dit il faut qu'il y ait une compensation, mais la loi le définit, donc c'est 20, 30, 40%. Moi je veux bien, mais 30% quand vous êtes dans un certain secteur, par exemple à Paris, où vous allez travailler beaucoup la semaine, parce qu'il y a du monde, que vous allez travailler en plus le dimanche, il y a beaucoup d'affluence, ça marche très bien. Secteur fort, 30%, tout ce qui est négocié, c'est largement plus. Dans une petite ville de province qui a du monde le week-end, station balnéaire, station touristique de montagne, mais qui n'a personne du lundi après-midi au vendredi, si vous lui mettez 30% de majoration, quelqu'un qui est dans l'habillement ou la chaussure, c'est fini, il n'ouvre plus. Et donc, il faut que, en fonction de la taille, de la réalité de l'entreprise et du secteur, on laisse aux acteurs la possibilité d'aménager un cadre qu'aura donné la loi de manière beaucoup plus intelligente. Et donc, c'est pour ça que dans le travail du dimanche, on a mis dans la loi un principe, pas d'ouverture sans accord de branche ou de territoire ou d'entreprise, et l'accord définit les modalités de la compensation. Et donc, je pense que, en effet, notre droit aujourd'hui, l'élaboration de notre droit du travail donne trop de place à la loi et pas assez au contrat, qu'il soit de branche ou d'entreprise. Alors, vous avez raison, le contrat peut être ensuite contesté devant le juge. Et là, ça peut être l'intérêt de certains. Donc c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un travail qu'on continue qui ne vaut pas que pour le droit du travail, il vaut pour le droit de l'urbanisme, de l'environnement et beaucoup d'autres, sur le droit au recours et les excès qui sont faits de celui-ci. Mais je crois très profondément qu'on donnera beaucoup plus à la fois de sécurité juridique et d'adaptabilité à notre droit si, de bonne manière, on donne plus de latitude aux négociations de branches ou d'entreprises. Vous savez, je cite souvent cet exemple de la crise de 2009 qu'on a vécue, pour montrer les impacts de la rigidité de notre droit du travail. En Allemagne, les entreprises peuvent négocier par accord, avec les mêmes risques juridiques que celles et ceux que vous soulignez, c'est-à-dire qu'il y a un recours contre le dit accord. Mais s'il est bien défini par la loi, il n'y a pas de raison que l'accord tombe. Je veux dire, quelque chose qui est conforme à la loi, il peut y avoir des recours, vous avez du risque juridictionnel, mais normalement, vous n'avez pas de risque de requalification, sauf à ce que le juge lui-même décida d'être pyromane. Mais donc l'Allemagne donne beaucoup plus de latitude aux accords essentiellement d'ailleurs d'entreprise. En 2009, les Allemands ont eu une récession 2 fois plus violente que la nôtre. 2 fois plus. Nous avons détruit 7 fois plus d'emplois. Parce que dès que ça commence à aller mal, on licencie. Pourquoi? Parce que les Allemands ont multiplié ce qu'ils appellent le Kurzarbeit, qui est cet accord d'entreprise qui permet d'aménager le temps de travail,
d'avoir recours au travail à temps partiel, de peut-être baisser les salaires, de demander à certains moments de l'année de travailler plus sans être plus payé. Cette flexibilité, ils l'ont de manière contractuelle, elle est encadrée par la loi, et ils arrivent à la négocier avec des partenaires sociaux dans ce contexte. Nous, on a commencé à le faire, les accords de compétitivité, les accords de maintien dans l'emploi. On a élargi l'espace des accords de maintien dans l'emploi, enfin en tout cas on en a simplifié justement l'usage, et on a réduit le risque contentieux avec les modifications de cet été. Pour les accords de compétitivité, on a pu voir leur efficacité. Dans l'automobile, on n'aurait pas eu les accords de compétitivité, je peux vous le dire pour l'avoir vécu, on ne rouvrait pas l'usine de Sandouville de Renault. Parce que des confédérations syndicales qui, au niveau national, se mettent jamais d'accord avec nous, ont signé localement, dans l'entreprise, pour le bien de celle-ci, des accords qui ont conduit les salariés à travailler un peu plus ou à accepter des baisses de salaire momentanées pour remonter. Donc vous voyez, je pense très fondamentalement que dans notre organisation collective, la place de l'accord est quand même très insuffisante. Et ce mouvement qui a commencé à partir de 2004, avec un élargissement en 2008, accord de compétitivité, ce qu'on a fait en 2013, qui permet à des accords de commencer à déroger à la loi, ce qui n'était pas possible en vertu du principe de crémaillère sociale, comme on dit, et que vous connaissez bien, qui fait que des accords en dessous de la loi devaient être toujours mieux disants. Eh bien, ce principe-là a quand même beaucoup de vertus parce qu'il donne de la plasticité. Simplement, il suppose que la loi encadre très bien son champ pour éviter les risques jurisprudentiels, et ensuite qu'on ait un recours juste et équilibré en cas de contestation. Mais je crois profondément que c'est un des leviers de la modernisation de notre économie. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis ravi d'être ici et très admiratif pour votre parcours. Je suis interne en médecine et dans votre loi, la première loi que vous avez présentée, j'ai une petite déception concernant l'organisation des professions de santé, parce que s'il existe bien un domaine où le corporatisme est roi, c'est bien cette catégorie professionnelle. Donc, est-il possible, dans l'optique d'augmenter la liberté dans cette catégorie, est-ce que vous allez vous envisager de toucher à cette catégorie professionnelle? Je vous remercie, monsieur. Alors, non, vous avez raison, mais il y a une loi santé qui est en finalisation, qui fait que dans la répartition des tâches, je ne me suis pas occupé de celle-ci. Si vous avez des idées concrètes, moi je suis prêt à regarder, mais c'est vrai que dans la loi Nouvelles Opportunités Économiques, il n'est pas prévu qu'on réforme l'ouverture des professions, l'accès aux professions de santé. Par contre, je pense très profondément qu'elles vont se réformer d'elles-mêmes, ou elles vont se faire réformer par les nouvelles technologies et ces transformations que j'évoquais. Aujourd'hui, il n'est pas prévu, au-delà des facilités d'innovation, de l'accélération des autorisations de mise sur le marché ou d'expérimentation, que je touche le secteur de la santé pour ces professions. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est aujourd'hui le ministère de la Santé qui en régule les conditions de diplôme, d'accès, et puis l'organisation, compte tenu même de la socialisation du financement de la santé. Maintenant, si vous avez des idées concrètes, si vous voyez des choses, je suis prêt à les regarder. Moi, je suis un pragmatique. Donc, très sérieusement, s'il y a des pistes très concrètes qui, selon vous, permettent de créer de l'activité ou de développer les choses ou de flexibiliser, je les regarderai. Il faut me les envoyer et je les considérerai, je les regarderai pour voir si de manière pragmatique on peut les mettre dans cette loi ou plus largement y travailler. Parce que je pense qu'il n'y a pas de secteur qui, en effet, se justifie de ne pas s'y intéresser ou de ne pas essayer de les moderniser. Bonjour Monsieur le Ministre. Je suis avocat à Paris. Je suis spécialisé dans le droit de procédure collective des entreprises en difficulté et également président de l'association des jeunes professionnels du restructuring. Votre loi, dans notre secteur, elle a fait beaucoup parler, notamment par l'effacement de frontières entre les différentes professions. Aujourd'hui, l'interprofessionnalité au sein des structures d'administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, avocats a été rendue possible grâce à cette réforme. Et notamment concernant l'ouverture d'accès à certaines professions. Ce que vous avez dit au début par rapport aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires. Aujourd'hui, cette profession, elle est extrêmement réglementée, difficile d'accès. Le nombre de professionnels n'a pas augmenté depuis un certain nombre d'années. En revanche, c'est vrai qu'avec votre loi, on attend toujours le décret d'application. On se pose toujours des questions pour savoir si on ne tomberait pas dans l'excès inverse. Avec un simple Master 2 spécialisé en redressement et liquidation judiciaire et un certain nombre d'années d'expérience
Alors nous sommes dans l'attente du décret d'application pour voir de quoi on parle, mais de 3 à 5, 10 ans, donc toute professionnelle pourrait avoir les titres d'administrateur et mandataire judiciaire. Alors que dans le traitement d'un dossier concret, il est très important de pouvoir s'assurer de la compétence de la personne et également de l'indépendance. Aujourd'hui, est-ce que cette réforme nous permettra justement de tomber dans l'excès inverse, d'avoir beaucoup trop de professionnels, alors que même si le nombre de défaillances des entreprises elle a augmenté considérablement au cours des dernières années, pas toutes les entreprises qui sont défaillantes mériteraient d'avoir un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à plein temps, parce qu'avec la réforme de l'auto-entrepreneur, nous avons aussi beaucoup des personnes qui sont lancées d'entrepreneuriat et qui malheureusement n'ont pas réussi, donc font face à une procédure collective. Donc c'est des dossiers de très petite taille où même la loi telle qu'elle est aujourd'hui ne demande pas l'intervention d'un administrateur judiciaire. Et donc est-ce que un potentiel engouement sur ces types de professions ne pourrait pas justement bousculer ces marchés-là, puisque le nombre de dossiers ne serait pas suffisant justement pour le nouveau professionnel qui arriverait. J'en profite, je vais également une question pour savoir quelle est votre vision sur le rôle de l'État dans le redressement des entreprises en difficulté. Est-ce qu'il joue ce rôle aujourd'hui? Et une curiosité personnelle, vous avez dit au début que c'est important de pouvoir ouvrir les hautes fonctions de l'État aux personnes qui n'ont pas fait l'ENA, HEC, etc. Dans votre équipe, quel est le ratio de personnes qui ont fait l'ENA, HEC et qui ont des parcours atypiques? Merci. Alors, vous avez 3 questions. La première, comment ça se passe, l'ouverture des professions réglementées du droit, dont les administrateurs et mandataires de justice, mais les notaires, les huissiers. Ce n'est pas une ouverture à tout crin. Je vous rassure, les décrets ils sont en train d'être préparés. Ils seront finis d'ici la fin d'année pour publication tout début 2016 sur ce volet-là, c'est-à-dire liberté d'installation et tarifs, qui sont les 2 volets qui restent. Beaucoup de décrets ont déjà été pris sur d'autres sujets. Qu'est-ce que c'était l'objectif? C'est de dire que beaucoup de ces professions, en fait, elles étaient tenues par les professionnels eux-mêmes, qui, avec le ministère, définissaient les modalités d'accès. Et donc, on voit bien qu'elles étaient dans un malthusianisme, donc elles s'étaient protégées elles-mêmes, et elles avaient créé de la rareté. Et alors même que certaines professions avaient reconnu à la fin des années 2000 qu'il manquait plusieurs milliers de professionnels, elles ne les avaient pas créés. Donc, c'était normal de donner plus de transparence. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, et l'autorité de la concurrence est en train de le préparer, on regarde la matière qu'il y a sur le territoire et les options que ça peut donner. Et donc, quand la matière le justifie, il y a des dossiers, puis on dit le ratio de dossiers ou le ratio de nombre d'habitants par professionnel n'est pas suffisant. Là, on dit, voilà, c'est une zone où on peut faire émerger de nouveaux professionnels. Il n'y a pas de raison de fermer le robinet. Et ce n'est pas les professionnels qui décident, c'est objectif. Donc c'est cette cartographie, elle sera prête pour la fin de l'année. Et nous, on définit les règles, donc ce sera un système peut-être par points, avec là aussi des règles objectives pour valoriser les acquis de l'expérience et autres. Donc ce ne sera pas du n'importe quoi, je vous rassure. Quelqu'un qui a un diplôme, master, licence, ne pourra pas accéder comme ça. Il faudra toujours avoir les mêmes prérequis en termes de diplôme et de qualification. En particulier, les éléments de diplôme, de stage ne seront pas réduits. Mais aujourd'hui, dans toutes ces professions, vous avez des gens qui ont les diplômes, qui ont le stage et qui ne pourront jamais développer leur propre franchise. Parce qu'ils ne pourront jamais ouvrir leur office. C'est ça la réalité. Parce qu'ils devront être désignés par un autre professionnel ou dans des règles qui étaient trop fermées. Donc là, nous, on ouvre ça, mais avec les mêmes critères en termes de diplôme et en termes de qualification et de probité personnelle. Rien de tout cela n'est abaissé. Par contre, on ouvre la possibilité, quand il y a une demande, un besoin identifié, donc une carence, on ouvre la possibilité d'avoir un appel d'air. Voilà, c'est ça l'esprit de la réforme. Donc par rapport à votre préoccupation en termes de qualification, il n'y aura pas de moins 10 ans par rapport à ce qui existe. Ce qu'on a même demandé, c'est qu'il y ait une qualification qui se crée dans l'entreprise sur ces filières, parce qu'elles n'existaient pas. Et donc ça, d'ailleurs, ça crée des problèmes. Et il y avait des effets de rareté dans certains territoires qui aussi pouvaient créer des systèmes de, si je puis dire, conflits d'intérêts qu'on connaît bien, dans certains territoires. Moins dans la région parisienne, mais dans des territoires où il manquait certains de ces professionnels. La deuxième chose, c'est le rôle de l'État dans la restructuration d'entreprises. Aujourd'hui, on a aussi réformé la loi, comme vous le savez, sans doute, qui donne plus de possibilités à celles et ceux qui sont prêts à réinvestir dans une entreprise pour éviter que les actionnaires existants ne bloquent. Donc le premier rôle de l'État, c'est de définir le cadre législatif. Le second rôle de l'État, c'est d'accompagner. On a une cellule qui s'appelle le CIRI,
qui est en charge du redressement industriel. Moi, j'ai à mon cabinet une cellule qui s'occupe de ces sujets. Et sur le terrain, des commissaires au redressement productif qui suivent ces volets-là. Et donc, sur les dossiers les plus importants ou les plus sensibles en termes d'emploi, l'État a un rôle à jouer d'accompagnement, de surveillance pour éviter que les acteurs aient des gestions irrationnelles du dossier ou qu'ils puissent nuire à l'intérêt général pour pouvoir défendre leur dernière bille. Parce que c'est parfois ce qu'on peut voir. Bon. Donc ça, c'est un rôle important qu'a l'État. L'État, il a aussi le rôle, dans certaines situations, éventuellement de réinvestir, d'accompagner des fonds de retournement qui, dans des cas de restructuration, peuvent aider à ne pas détruire d'emplois ou rebondir. Donc le cadre légal, la surveillance et la résolution des conflits avec, évidemment, les professionnels du droit, c'est ce que fait le CIRI et toutes les structures mises en place. Et dans des cas spécifiques, avec la Banque publique d'investissement, avec la Caisse des dépôts, des situations d'investissement. Enfin, pour ce qui est de mon cabinet, j'ai jamais fait le ratio, mais j'ai un directeur de cabinet qui a fait l'ENA, j'ai un directeur adjoint qui n'a pas fait l'ENA, j'en ai un qui a fait l'ENA, j'ai un conseiller économique qui n'a pas fait l'ENA, une grande école qui est un universitaire, j'ai un conseiller Europe qui a fait l'ENA, j'ai un conseiller spécial qui n'a pas fait l'ENA ou Polytechnique ou HEC, j'ai une équipe de communication qui a fait des écoles comme Sciences Po ou autres, mais pas l'ENA, HEC ou Polytechnique. Et après, j'ai un conseiller qui est ingénieur agronome, un conseiller qui a fait HEC, j'en ai un qui a fait Polytechnique et d'autres qui ont fait d'autres écoles de province. Voilà, à peu près le recrutement, pour être transparent. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Léa, j'ai 20 ans, je suis étudiante en droit. Voilà. Tout d'abord, je voulais vous féliciter pour votre parcours et voilà. J'étais assez admirative moi aussi. Voilà, je voulais parler des inégalités sociales, économiques. Donc vous parlez d'aménagement et de la baisse des salaires au sein des entreprises en difficulté, ainsi que du travail le dimanche, enfin un tas de choses concernant les salariés aujourd'hui. Mais que pensez-vous des parachutes dorés dont profitent certains grands patrons aujourd'hui? On l'a vu il y a quelques mois avec Alcatel, la situation d'Air France aujourd'hui. Quand on apprend que 1% de la population mondiale va se partager autant de richesses que 99% de la population, je trouve ça assez inquiétant. Et enfin, j'en viens à une citation de vous, alors je ne sais pas si elle était exacte ou pas, on sait parfois que les journalistes peuvent... Enfin bref. Vous disiez que vous souhaitiez que les gens aujourd'hui, que les entrepreneurs aient l'ambition de gagner des milliards, enfin devenir milliardaires du moins. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va encourager les inégalités? Quelle est votre position par rapport à ça? Merci. Alors, la question des inégalités, elle a plusieurs facettes. Je vais répondre précisément, mais je pense que c'est important de partager avec vous une conviction. Dans l'économie, dans le monde où on vit, il y a des inégalités qui parfois se justifient. C'est-à-dire que c'est normal que des talents gagnent beaucoup, qu'on puisse les maintenir, les attirer pour qu'ils gagnent beaucoup. C'est cette économie de l'innovation, de la super-innovation, où on dit le gagnant prend tout. Et donc, c'est ce qu'on appelle la rente d'innovation, vous voyez. Moi, je traque partout où c'est possible dans l'économie la rente, parce que quand elle n'est pas justifiée, c'est un dysfonctionnement, c'est une injustice, c'est quelqu'un qui se protège alors qu'il n'est pas forcément meilleur. Par contre, un super biologiste, un super chef d'entreprise, un super entrepreneur, ça nous choque moins quand c'est un super joueur de foot ou de tennis, il gagne beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il est très rare. Et parce qu'il fait bouger tout l'écosystème avec lui. Il n'y a pas, honnêtement, dans notre salle, combien seront montés Google? Je ne sais pas le dire, je ne sais même pas si moi je saurais le faire. Mais se dire que celui ou celle qui va réussir à monter Google gagne beaucoup d'argent parce qu'il fait ce truc révolutionnaire, ce n'est pas injustifié. La seule chose, c'est que je ne veux pas qu'il puisse le gagner toute sa vie, sauf s'il arrive à inventer tous les mois quelque chose qui le justifie. Donc vous voyez, quand j'ai dit cette phrase, qui a choqué certains, c'est de se dire, comme disent les anglo-saxons, sky is the limit. Il faut beaucoup d'ambition pour les jeunes. Et celui ou celle qui entreprend, il n'a pas envie de gagner 750 000 € à la fin. Il a envie de tout exploser. Et donc je veux des jeunes qui ont beaucoup d'énergie. À mes yeux, l'argent n'est pas l'étalon de la réussite. Sinon, comme je dis souvent, je n'aurais pas fait moi-même le choix que j'ai fait pour moi. J'étais avant dans un métier financier où je gagnais 100 fois mieux ma vie. Bon. Donc, si je considérais que l'étalon, c'était de bien gagner sa vie, je n'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui, sauf à avoir un goût du paradoxe qui est quand même étrange. Donc, je pense qu'il faut faire ce dans quoi on se réalise.
Mais quelqu'un qui est entrepreneur, il faut lui dire, vas-y, le plus haut, le plus loin possible. Et il faut qu'on arrête d'être dans un pays où on stigmatise celles et ceux qui échouent, parce qu'on le fait beaucoup plus que chez les voisins, et en même temps on dit qu'il ne faut pas trop réussir, et où on se met à taxer les gens dès qu'ils commencent à réussir. Moi, je ne veux honnêtement pas taxer les gens qui réussissent formidablement quand c'est leur mérite, leur truc, et je trouve que c'est moins justifié de gagner beaucoup d'argent quand on en a hérité, par exemple. Ça, c'est une vraie question. Donc tout ça pour vous dire que ce monde de la disruption, de la création, de l'inventivité, il crée des inégalités, il y a des inégalités justifiées. Les inégalités qu'il faut combattre, à mes yeux, c'est les inégalités d'accès. C'est que notre bataille, c'est pas d'empêcher Sergey Brin ou quelque autre entrepreneur de devenir milliardaire, c'est de les avoir chez nous. Donc il ne faut pas avoir un système fiscal qui fait fuir les gens qui ont du talent, mais c'est de dire, je veux mettre en capacité le maximum de jeunes pour qu'ils puissent devenir Sergey Brin. C'est ça mon défi. Et donc je veux un système éducatif plus juste, plus inclusif, ce qu'on disait tout à l'heure. Je veux que quand on est né dans un quartier qui était défavorisé, quand on est enfant de réfugiés, d'immigrés, quand on est d'une province où on n'avait jamais entendu parler de l'ENA ou de l'entrepreneuriat, qu'on puisse y arriver. Donc ça, c'est l'inégalité la plus insupportable. C'est pas que quelqu'un qui a une idée géniale, qui s'est défoncé, gagne des milliards. Moi, je suis pour. C'est qu'on ne puisse pas avoir l'égal accès. L'égal accès, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'inégalité. Ça veut dire que la chose insupportable, c'est qu'on n'est pas, à un moment donné, qu'on ne parte pas de la même ligne de départ. Voilà. Mais il y en a qui courront plus vite que d'autres. Il faut l'accepter. Et il ne faut pas décider de tirer une balle dans le genou de ceux qui courent un peu plus vite, sous prétexte que c'est insupportable qu'ils battent à la ligne d'arrivée certains autres. C'est la vie. Le seul truc, c'est qu'il faut que celui qui arrive deuxième ou troisième, il ait une place dans la société, qui puisse être heureux. Mais moi, je considère que la lutte contre les inégalités, c'est deux choses. À des moments réguliers de la vie, on doit tous être sur la même ligne de départ. Et donc, ce n'est pas juste qu'il y en ait qui partent 10 mètres devant. Ça, c'est insupportable. Et ensuite, c'est super s'il y en a un qui court le 100 mètres en moins de 10 secondes. Mais je suis ravi. Et je suis beaucoup plus fier s'il est français que cubain ou américain. Mais je veux simplement que celui qui arrive troisième ou quatrième, il ait une place dans ma société. Et une deuxième chance. Politique de formation professionnelle, politique sociale, et capacité à rebondir. C'est ça la clé. Alors après, il y a des effets de rente dans la société qui sont injustifiés. Retraite chapeau, et c'est le système qu'une classe d'entre-soi a construit pour elle-même alors qu'elle ne prend plus de risques. J'étais le premier, quand il y a eu l'affaire sur Alcatel, à dénoncer ce qui s'est passé. C'est pas justifié. Donc il y a un code qui a été signé par la FEP, le MEDEF, qui sont donc les organisations représentatives. Il a été respecté. Bon, il a baissé ses indemnités de départ. Ce n'est pas ce qu'on appelle une retraite chapeau. C'était une clause de non-concurrence, ça a été habillé. Mais ça, on ne peut pas tout réguler par la loi. Pourquoi ? Parce que si on plafonne ça par la loi, vous allez aussi plafonner ça pour l'entrepreneur. C'est pour ça que moi je suis contre. Parce qu'il y a des vrais talents où ça justifie de leur donner beaucoup d'argent. Donc si vous mettez une cape pour tout le monde, vous allez aussi pénaliser ceux qui sont des vrais talents. Ce que vous voulez pénaliser, empêcher, c'est les gens qui s'en mettent de côté de manière injustifiée. Donc le système des retraites chapeau, on a mis beaucoup de contraintes dans la loi que j'ai portée pour éviter qu'il perdure de manière malsaine. Et après, moi je crois à l'éthique, à la dénonciation. Donc j'ai commencé à le faire, c'est le name and shame, comme on dit en anglais, c'est de dire il faut stigmatiser les gens pour qui c'est pas justifié. Dire vous n'avez pas transformé votre société, moi c'est ce que j'ai dit, le monsieur qui est parti d'Alcatel-Lucent. Vous avez fait un super coup, transformé la société. Non, vous l'avez vendu à un plus gros que vous. Alors je pense que c'était le bon choix de le vendre parce qu'on n'arrivait plus à y arriver tout seul. Mais rien ne justifie les sommes qu'il y a eu. Et ça, c'est la responsabilité des élites. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un choix que notre pays doit faire. C'est à nous de mettre la pression, sans démagogie. Donc vous voyez, il ne faut pas dire ce qui est dégueulasse, c'est de gagner beaucoup d'argent. Il faut dire il y a des moments où c'est injustifié, où c'est des protections qui sont données à certains de manière indue. Et donc ça, il faut le dénoncer, et c'est à eux de le régler, parce qu'il y a une forme d'éthique collective, si on veut que notre économie marche. Il y a une responsabilité des clercs, comme on dit, de celles et ceux qui dirigent l'économie, la politique, qui doivent stigmatiser la chose entre eux. Et après, sur des cas particuliers, il faut qu'on soit en capacité d'être très dur pour les empêcher. Mais le système de la loi pour tous, malheureusement, ne marche pas. Il ne marche pas parce que vous allez sinon attraper dedans des vrais entrepreneurs qui, eux, doivent être rémunérés pour le risque pris. Et donc, je ne fais pas partie de celles et ceux qui pensent qu'il faut caper très bas tous les salaires, qu'il faut taxer très fort toutes celles et ceux qui se mettent à gagner de l'argent, et qu'il faut
forcément stigmatiser toutes celles et ceux qui gagnent de l'argent. Je pense qu'il y a des cas différents en particulier. Je pense qu'il faut l'égalité d'accès, la réparation pour celles et ceux qui sont tombés, et il faut encourager celles et ceux qui réussissent après avoir pris beaucoup de risques, et stigmatiser celles et ceux qui prennent beaucoup d'argent après en avoir profité. C'est à peu près ça ma vision des choses. Bonjour Monsieur le Ministre, je pense que vous me reconnaissez parce que vous étiez en province en début de semaine, je suis revenu vous voir, donc j'insiste énormément. Alors j'ai entendu de très belles choses aujourd'hui, mais c'est d'une importance capitale que je pose ces questions envers vous, parce que j'ai une situation un petit peu dramatique au niveau économique. Donc aujourd'hui, j'étais employeur d'une société, du moins entrepreneur d'une société que j'ai créée en 2011, deuxième dépanneur de France. J'ai été premier dépanneur de France en tant que salarié, donc ce qui fait que j'ai été connu, reconnu dans mon domaine, dans mon secteur d'activité sur la ville de Lyon. Du coup, quand j'ai créé mon entreprise, immédiatement, on m'a accordé à peu près tous les agréments possibles, imaginables dans ce domaine. Mais c'est des agréments de marché public, donc il faut faire il y a des cahiers des charges assez conséquents, donc des investissements énormes. Très rapidement, la société a atteint son seuil de rentabilité. Pour vous donner un ordre d'idée, première année, j'ai fait 185 000 euros de chiffre d'affaires. La deuxième année, j'ai fait 367. Et puis, j'ai eu un mois où j'ai un trou de chiffre d'affaires. Et j'avais appris quelque chose, c'est que quand on a des créances, si on ne les déclare pas, au bout de 45 jours, vous êtes obligé de placer la société en redressement, c'est la loi. Donc j'ai placé la société en redressement judiciaire, et là, fin du match. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai pris un avocat pour faire la procédure, que j'ai réglée, qui n'est pas venu à l'audience, et qui, du coup, le tribunal m'a dit, le président m'a dit, la société est rentable, mais il n'y a pas d'avocat, donc on vous liquide. Donc la société a été liquidée une première fois. J'ai fait appel de la liquidation judiciaire. La cour d'appel m'a donné raison en disant que la société était rentable. Mais pour faire appel de liquidation judiciaire, vous assignez un administrateur judiciaire. Et là, vous rentrez dans le conflit d'intérêts dont vous parliez tout à l'heure. Donc ça veut dire que j'ai assigné l'administrateur judiciaire. Et un mois après la décision de la cour d'appel, il reconvertit la société en liquidation judiciaire. Alors pour vous donner un ordre d'idée, j'étais propriétaire de mon logement. J'étais en CDI quand j'ai créé. Donc pour faire appel de liquidation judiciaire, j'avais 7 salariés. Je suis allé voir un avocat qui m'a dit, écoutez monsieur, il faut garantir au premier président de la cour d'appel que vous tiendrez vos engagements financiers, donc notamment le chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que j'ai dû vendre mon appartement en urgence pour pouvoir interjeter appel. Ça m'a coûté 74 000 euros du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'ai eu 24 heures, je suis rentré dans le bureau de mon deuxième avocat. Il m'a dit, demain midi, si vous ne me donnez pas 74 000 euros, moi, je n'interjette pas appel. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, se trouver 74 000 euros Donc, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu, et il faut le dire, un ami qui a perdu son père, qui a touché un gros héritage, et je le savais, je lui ai fait une reconnaissance de dette, il m'a fait le chèque tout de suite. Mais pour vous dire à quel point ça tient. Donc, je gagne cette appel de liquidation judiciaire. Et là, c'est pas fini. Là, c'est que le début. Parce que, qu'est-ce qui se passe après la deuxième liquidation judiciaire ? Il se passe qu'il y a c'est très procédural, ce que je vous dis. Hein. Ouais, très court. Mais, Emmanuel, on s'est vu à Lyon cette semaine. Moi, je vois bien que vous êtes en détresse et en souffrance. On ne va pas régler le cas là, avec tout le monde. Vous m'avez donné un dossier que je l'ai rapporté. Je l'ai mis à l'étude. Moi, je m'engage à ce que quelqu'un de mon cabinet vous reçoive, le traite. Parce que je vois bien que vous êtes en détresse, vous êtes monté de Paris. Mais je ne vais pas vous le régler en direct. Je suis incapable de le faire. C'est un dossier de procédure qui est très lourd. Et donc, je vois bien que vous avez été confronté à de la malveillance, à des problèmes de procédure, à des rigidités du droit. Ce que moi, je peux régler, c'est les rigidités du droit qui fait qu'en effet, quand on est un acteur comme vous, on est complètement sorti des marchés publics et des appels d'offres du jour au lendemain parce qu'on tombe dans des procédures. C'est ce que vous avez dénoncé et c'est ce qu'on est en train de regarder dans la réforme des marchés publics qu'on conduit. Et après, c'est un dossier très particulier. Donc moi, si vous l'acceptez, si vous êtes d'accord, on peut se prendre 2 minutes à la fin. Mais j'ai votre dossier. Vous m'avez donné avec toutes les décisions de justice. Je ne l'ai pas mis à la poubelle, ce n'est pas mon genre. Donc il est auprès de mon conseiller juridique, il va faire travailler les services et quelqu'un va vous appeler pour vous aider. Et on fera le maximum de ce qu'on peut.
mais on ne va pas le régler comme ça avec Si une... je c'est peux me juste, permettre- voilà. si je peux me Mais permettre, si vous avez monsieur- un propos d'intérêt général, Non, oui, oui, alors dites-le. justement, il faut quand même savoir qu'au-delà de mon cas, mais qui est un cas bon, c'est à décrire, au-delà de mon cas, c'est quand même une entreprise pour les usagers de la route. Le dépannage, c'est une profession qu'on ne regarde pas en face, en fait, parce que il faut savoir que c'est l'intérêt général, c'est-à-dire la sécurité routière. Si le dépanneur arrive, il faut savoir que sur la ville de Lyon, c'est la ville d'Europe où on parlait d'européens. C'est la ville d'Europe où il y a le plus de trafic journalier, 450 000 véhicules jour. Donc le dépannage, c'est prépondérant et ça touche toutes les assistances européennes. Donc l'intérêt général, l'intérêt des usagers de la route, nous on a fait passer les délais d'intervention sur les autoroutes de Lyon non concédées de 1h15 à 21 minutes. J'avais quand même 7 salariés H24, 7 sur 7. Donc c'est pour ça que c'est quand même l'intérêt général. En fait, c'est une perte sèche d'activité et qui n'a pas été remplacée. J'ai pas été remplacé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez les PC autoroutes, les PC, le SIC, la direction de la police nationale. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'autres solutions. Ils se sont retrouvés dans la même situation qu'avant que je crée ces emplois-là. Donc voilà, c'est juste pour l'intérêt général que je disais. Mais en tout cas, moi, je m'engage à ce qu'on t'apporte la réponse. Merci. Je l'avais dit à Lyon. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Monsieur le Ministre, je me présente, je suis ingénieur de recherche à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Donc avant de commencer ma question, j'aimerais bien donner quelques chiffres. On sait tous qu'il y a plus de 60 000 nouveaux étudiants qui sont rentrés en université, qu'il y a eu énormément de réduction d'emplois. Par exemple, le concours d'ingénieur de recherche au CNRS cette année, c'est 4 postes seulement sur tout le pays. Que des boîtes privées, par exemple Sanofi ou GSK, qui reçoivent de l'impôt, de crédit impôt recherche, continuent à licencier. J'aimerais bien savoir pourquoi la recherche publique est toujours le dernier de la liste des intérêts du gouvernement, qu'on n'y pense jamais, que c'est un secteur qui est vraiment très dans une grande crise. Il n'y a pas de recrutement, qu'il n'y a pas d'investissement dans ce secteur-là. Est-ce que cet argent qu'on donne à des sociétés qui ne recrutent pas, qui ne font plus de recherche et qui continuent à recevoir des millions d'euros en crédit impôt recherche, pourquoi on ne les donne pas directement aux laboratoires et aux universités pour qu'ils font de la recherche publique et de l'innovation? Ce sera la dernière question parce que je vois qu'on a passé 13 heures et je m'étais engagé. La réponse n'est pas évidente. Parce que je pense que l'argent ne se déplace pas comme ça d'une poche à l'autre. La recherche publique, ça fait partie quand même, malgré les efforts qu'on fait par ailleurs, des secteurs d'activité qui sont préservés. Ils sont plus préservés que d'autres, je peux vous le dire. Quand on regarde d'ailleurs, qu'on compare la plupart des pays développés, on a aujourd'hui des secteurs d'activité qui sont en effet, des pays qui ont de la R&D, la recherche et développement public, qui est beaucoup moins développé que la nôtre. Et quand on regarde les chiffres, en recherche et développement public, on est parmi celles et ceux qui investissent le plus. Ce qui nous manque, c'est de la recherche et développement privé. Et c'est le partenariat entre les deux. C'est ça le point de faiblesse français. Alors après, on a des grands organismes d'excellence, le CNRS, l'INSERM, l'INRIA, l'INRA, et puis des grands établissements comme les universités ou les centres hospitaliers universitaires, comme ceux que vous connaissez bien, voisins de celui-ci. Je pense qu'en effet, on les entretient aujourd'hui dans une forme de difficulté dont on a bien conscience. C'est plus dur pour les universités que pour les centres de recherche, si on regarde les chiffres, compte tenu de la pression qu'il y a en nombre d'étudiants. Moi, j'entends, on pourrait toujours dépenser plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'aune des contraintes qu'on a par ailleurs sur d'autres secteurs, sachez que c'est quand même un secteur qui aujourd'hui est plus protégé que les autres. Je pense qu'on peut faire mieux et que ce qu'il faut surtout aider à développer pour que ça aille mieux, et l'Institut du cerveau et de la moelle est un bon exemple à ce titre. C'est un bon exemple parce qu'il y a eu des partenariats publics-privés qui ont été trouvés. Et on a été chercher chez des partenaires privés de l'argent pour aider à financer. Et donc, je pense qu'il faut, continuer à préserver sur le plan des dépenses publiques le financement de notre recherche, mais on n'arrivera pas, je vous mentirais si je vous disais, on va réussir à déployer des milliards. Il faut développer par contre les appels à projets, sur des projets de recherche, à travers les programmes d'investissement d'avenir. Et c'est peut-être là qu'on peut avoir de l'oxygène.
Il faut continuer à développer les partenariats publics-privés et il faut beaucoup plus mobiliser le secteur privé dans la recherche qui est faite en particulier dans nos labos. Et c'est là où vous avez raison qu'aujourd'hui, on a des grandes entreprises du secteur privé dans votre domaine qui, depuis 15 ans, n'arrivent plus à innover en France, ont même licencié, je pense au pôle toulousain, chez Sanofi et Montpellier, même s'ils ont un peu redéveloppé à Lyon, et qui se sont plutôt concentrés en stratégie dans le rachat de biotech à l'international. Et donc c'est ce qu'on a commencé à faire avec eux sur le site lyonnais, qu'on veut faire par ailleurs. C'est aussi pour ça que, y compris dans le domaine de la biotech ou d'autres sujets de rupture, je crois beaucoup plus à l'idée d'aller développer des entrepreneurs, des startups. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens dont la culture est une culture qui est beaucoup plus proche de la recherche fondamentale et de la capacité à disrupter le secteur en travaillant avec des chercheurs de labo. Mais aujourd'hui, il me semble que la réponse qu'on doit apporter, ce n'est pas de promettre plus d'argent à la recherche publique, c'est de préserver celle-ci, de lui donner une vraie visibilité dans le temps, ce que fait en particulier Thierry Mandon, il est très attaché à ce point-là, et Najat Vallaud-Belkacem, c'est de la préserver, mais c'est de développer beaucoup plus la R&D privée et les partenariats. Et ça, c'est de la politique industrielle, c'est de l'incitation donnée à nos acteurs, et c'est de la capacité à faire émerger des nouveaux champions. Mais on ne peut pas aujourd'hui, juridiquement, supprimer le crédit impôt recherche à un groupe sous prétexte qu'il ne fait pas assez de partenariats avec tel ou qui licencie. Si les projets qu'il propose au crédit impôt recherche et ses dépenses de recherche sont éligibles à celui-ci de par la loi, ce qui est le cas de Sanofi. Mais après, c'est vrai, moi je comprends votre indignation quelque part, qui est de dire quand je rapproche les chiffres, j'ai des licenciements d'un côté et puis un crédit impôt recherche qui est touché de l'autre. Mais ce crédit impôt recherche, il est touché au titre d'activités qui le justifient pleinement. Et donc on ne peut pas changer le droit sous prétexte que de l'autre côté, il y a des erreurs stratégiques qui ont été faites ou d'autres choix qui ont été faits. Mais je crois que la mère des batailles, et c'est un sujet fondamental dont vous parlez, c'est de continuer à maintenir l'engagement public, de développer les appels d'offres publics en termes de recherche et développement, et de mobiliser beaucoup plus les acteurs privés dans le financement de notre recherche fondamentale, par des contrats de recherche, par la valorisation de brevets, par le développement des partenariats entre public et privé, qui sont encore aujourd'hui, quand on compare la France avec d'autres pays, et l'ICM est un bon contre-exemple, encore largement insuffisant. Je pense que c'est beaucoup plus... Pardon ? Le taux de réussite à l'ANR, des appels d'offres d'ANR, oui, c'est misérable. On est à 5% ou à 6% de taux de réussite. Comment voulez-vous que la recherche publique soit financée ? L'ANR, elle ne fonctionne plus. Dans quel sens ? Parce qu'elle est sélective. Elle est très sélective, mais elle ne finance plus rien, l'ANR. L'ANR, elle a sa dotation. Après, elle est sélective, c'est-à-dire qu'elle sélectionne les meilleurs projets. Mais l'ANR, il y a les projets blancs, il y a les projets spécifiques, il y a les programmes d'investissement d'avenir, et il doit y avoir les partenariats publics-privés. C'est sur cet ensemble de palettes, en plus des crédits récurrents des organismes de recherche, qu'il faut pouvoir avancer. Moi, c'est ça ma conviction. Mais ce n'est pas parce qu'on assouplira les conditions d'octroi de crédit par l'ANR qu'on aura la bonne réponse aux défis qui sont les nôtres. Moi, je crois surtout qu'il faut rapprocher des écosystèmes qui travaillent de manière aujourd'hui trop distendue et en effet des acteurs privés qui ne font plus suffisamment leur R&D en France, en particulier avec les labos publics. Mais là-dessus, si vous avez aussi des propositions concrètes, moi je suis très preneur, comme votre collègue qui était dans la santé. Sur ces sujets-là, je suis prêt à ce qu'on aille plus loin et à ce qu'on regarde de manière très concrète comment on peut faire des choses. Mais je pense que là aussi, ce n'est pas un sujet qu'on réglera en mettant plus de dépenses publiques, forcément. On le réglera en changeant les organisations collectives côté public et dans la relation entre le public et le privé. Voilà. Je vois l'heure qui tourne, donc on va lever cette séance en m'excusant pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions. On peut tout à fait prendre des questions par ailleurs sur le site internet. Mon mail est connu et public, emmanuelmacron3@gmail.com. C'est moi qui le lis, j'arrive pas à répondre aussi vite que vous me posez les questions, mais ce qui fait que pour les questions les plus sensibles, je les transfère à mon cabinet ou aussi au sachant, mais je lis tout, sachez-le, donc y compris pour les idées et les suggestions. Et ce que je vous propose, c'est donc qu'on continue. Il y a ces voies informatiques, mais on va continuer à essayer de faire bouger comme ça les lignes. Donc on va continuer à Paris, comme en province, à organiser ces rencontres citoyennes. Et puis, moi, je suis vraiment très preneur de vos idées, de vos suggestions, de vos remontées. Parce que vous l'avez compris, hein, l'idée, c'est au-delà des questions, des interrogations, des cas spécifiques, d'avoir vraiment la capacité collective à bouger les lignes.
c'est-à-dire à se poser les questions qu'on s'est posées là ce matin ensemble, et se dire comment on arrive à faire changer le système. Comment d'abord on constate ce qui dysfonctionne et ce qui est plus acceptable, et qu'est-ce qu'on propose. Et après, comment on mobilise pour le proposer, pour le changer. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul ou qui est que vertical, c'est quelque chose qui participe d'un effort collectif, au-delà des structures qui existent, au-delà des institutions qui existent. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là ce samedi matin, et à bientôt.